bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, laissez-vous transporter par une histoire enveloppée de souvenirs et d'espérance. Là où le vent salé murmure encore les secrets de l'enfance. À travers la rencontre de deux âmes autour d'un carnet et d'un café, partez pour un voyage doux amer entre rivages oubliés et rêves persistants. Installez-vous confortablement et laissez le chant de la mer guider vos pensées. Bonne écoute et douce nuit. La lumière voilée d'un après-midi printemps filtrait à travers les grandes baies vitrées du café miroir. Un parfum de grains fraîchement moulus flottait paresseusement dans l'air, mêlé à la rumeur feutrée des voix. Thomas, assis près de la fenêtre, tapotait nerveusement la couverture cartonnée d'un carnet vierge. Face à lui, Élise ajustait la position de sa plume, attentive et discrète. « Prends ton temps », murmura-t-elle, esquissant un sourire aussi tranquille que le clapotis d'une barque abandonnée. Thomas détourna les yeux vers l'extérieur, là où les frondaisons se courbaient sous la caresse d'une brise discrète. Ses doigts jouaient avec la ficelle du carnet, hésitant, comme s'il craignait d'ouvrir par mégarde une porte trop lourde ou trop pleine. La voix d'Élise, douce, le ramena sur terre. « Tu m'as dit vouloir raconter une histoire. Va où tu veux, je t'écoute. » Il prit une inspiration, ferma un instant les yeux. Dans le silence, l'écho de la mer lui revint, si net qu'il crut entendre le fracas fuyant des vagues contre les falaises. « J'ai grandi là où le vent ne se reposait jamais, » dit-il, sa voix basse glissant sans heurts entre les tables au bois clair. Le premier mot, posé sur le carnet, Thomas redressa la tête. Les souvenirs affluaient, timides d'abord, puis prêts à déborder. C'était un village tout en longueur, épinglé entre la lande rase et la grève. Les volets des maisons tremblaient la nuit sous les rafales. Pourtant, on disait le vent protecteur. Les anciens racontaient qu'il chassait les soucis et berçait les veilleurs d'insomnie. Élise prenait des notes en silence de ce geste familier des journalistes qui n'interrompt jamais le fil fragile d'une confidence. Thomas baissa le regard vers ses mains, aussi brunes que les galets de la plage. Il raconta l'odeur de la mer qui collait à la peau, le goût du sel sur les lèvres dès le matin, la lumière oscillante qui filtrait à travers les rideaux bleus de la cuisine. Il laissa ses mots flotter, précis, mais sans urgence. Ma mère disait toujours que la mer parlait une langue secrète, dévoilée seulement à ceux qui savent écouter. Les soirs de tempête, nous restions tous deux blottis près du feu, à compter les éclairs et à inventer des histoires où le vent jouait le rôle du gardien. Il y eut un silence, rempli du souvenir diffus d'un chien courant dans l'écume, d'une main maternelle chaude sur l'épaule, d'un rire emporté par la brise. Il leva la tête vers Élise, cherchant dans son regard une confirmation, l'assurance que ces fragments pouvaient se partager. La torpeur apaisée du café semblait suspendre le temps autour d'eux. Parfois, j'ai l'impression que toute ma sixième s'est arrangée autour de ce bruit sourd, de ce chant vaste et sourd. Même ici, en ville, il me revient, surtout le soir, quand tout s'apaise. Un bruit lointain de tasses posées sur une soucoupe. Thomas fixa à nouveau la page. La pointe du stylo hésita, s'arrêta. Il lui parla du sable qui, une fois, recouvrait tout au lever du vent, de l'horizon qui bougeait comme dans un rêve.
La maison veillait au bord du chemin sablonneux, son flanc pâli par les embruns. Au moindre courant d'air, le volet bleu de la cuisine grinçait contre la façade, comme pour rappeler sa présence à ceux qui oubliaient d'y prêter attention. Anna, debout près du fourneau, mélangeait du lait chaud à une pincée de lavande, tandis que Thomas jouait, une main posée sur le dos tiède de Léo, accroupi devant le panier du chien. Il aimait approcher son visage du sol carrelé, humant le parfum de sel, de savon, et ce brin de terre qui, invariablement, collait aux pattes de Léo après chaque sortie. Les jours d'été, la mère battait son appel à travers les murs fragiles, impatiente que Thomas vienne défier ses vagues, courir jusqu'à l'épuisement avant de s'effondrer, riant, les cheveux en bataille. Les souvenirs revenaient en ressac doux, modelés par la voix claire d'Anna lorsqu'elle chantonnait tout en repassant la nappe du dimanche. « Le vent aujourd'hui est de belle humeur », disait-elle parfois, scrutant la lucarne, les bras humides de lessive. Elle prétendait comprendre ses secrets, murmurés la nuit quand Thomas s'endormait trop vite pour espérer attraper l'un de ses récits. Parfois, ils allaient ramasser des coquillages, Anna coiffant son fils d'un vieux chapeau de toile dont le rebord frôlait ses cils. Léo trottait devant, langue pendante, aboyant contre les goélands insolents. Thomas imitait le cri des oiseaux, tirant sa mère par la main pour explorer les recoins où la mer laissait derrière elle des trésors humides, galets polis, morceaux de verre rendus laiteux, plumes entremêlées d'algues. Quand le soir tombait, la petite maison se gorgeait d'une lumière dorée. Anna allumait la lanterne, posée près du lit étroit, et invitait Thomas à s'asseoir. Le chien roulait en boule contre ses jambes, et dehors le vent frappait doucement la charpente. Anna puisait dans une mémoire ancienne, évoquant des histoires de naufragés ou de marins disparus, mais toujours, à la fin, ramenés au port par la clémence de l'océan. À force d'écouter, Thomas finissait par voir les navires imaginaires tanguer derrière ses paupières. Les draps, frais de la journée, sentaient la lavande et le sel, et la voix de sa mère bourdonne encore près de son oreille, même lorsque le sommeil gagnait doucement sur les murmures de la tempête au loin. Il n'y avait ni peur, ni éclat d'inquiétude dans cette routine. Rien que les gestes répétés, la main rassurante d'Anna sur son épaule, la chaleur du feu dans l'âtre, l'odeur persistante de la mer. Les petits bonheurs se glissaient partout, dans la lenteur de l'eau qu'on chauffe, dans la complicité d'un rire partagé, dans la fidélité tranquille de Léo qui chaque soir venait protéger le sommeil de l'enfant en posant sa tête sur ses genoux. Un jour, Anna lui tendit un galet parfaitement rond trouvé sur la grève. « Garde-le près de toi, il te rappellera que la mère veille toujours, même quand on ne la voit plus. » Thomas referma le poing sur la pierre tiède, persuadé qu'elle contenait une promesse qu'il ne s'expliquerait jamais tout à fait. Cette nuit-là, la mer semblait exaspérée, frappant la lande de son pouls furieux. Le vent, longtemps contenu, bondit sans retenue, griffant la toiture, s'engouffrant par les moindres failles, hurlant sa rage dans les interstices de la fenêtre. Thomas écoutait sa mère, assise au pied du lit, essayer de rassurer Léo, pelotonné entre eux, sa gueule levée vers la tempête. La maison vibrait, chaque craquement prenant la consistance d'une menace, et la lumière de la lanterne dansait en éclats sur les murs. Malgré les efforts d'Anna, la peur insidieuse se glissa doucement dans le silence redouté entre deux bourrasques. « Ferme les yeux, mon cœur », murmurait-elle, son bras chaud refermé sur les épaules du garçon. Mais Thomas gardait l'oreille tendue au chaos extérieur, percevant dans le tumulte des gouttières une langue qu'il ne comprenait plus. À chaque coup de tonnerre, Léo se redressait en grognant.
Anna détachait la mèche collée sur le front de son fils et lui chuchotait des mots dont il ne retint que la brève caresse. Au petit matin, le silence fut le premier à entrer. Il n'y eut d'abord que cette absence, pleine et sourde, où Anna n'osa pas bouger. Thomas sentit son odeur, un mélange de suie et d'herbes sèches, et l'idée que la nuit était vraiment terminée effaça un peu de l'angoisse d'enfant. Léo, à regret, lâcha le bas du lit. Une faible lumière filtrait par la fente béante où la porte, arrachée, n'était plus. Le spectacle les assomma. L'arc de la charpente s'était affaissé, la cuisine était éventrée, le volet bleu gisait dans le sable, anéanti, à moitié recouvert d'algues et de gravats. La plage, autrefois lisse, portait maintenant les stigmates d'une bataille absurde. Troncs brisés, toitures fracassées, et jusqu'aux jouets de Thomas, dispersés loin du seuil, à moitié ensevelis par les marées. Le goût de sel avait envahi les murs, rendu la maison méconnaissable, presque hostile. Anna gardait le visage fermé. Autour d'eux, d'autres familles inspectaient les dégâts, des silhouettes butant contre le vent, jetant des regards désolés à ce qui fut. Thomas se rapprocha d'elle. « Peut-on réparer ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Anna répondit seulement en secouant la tête. Son dos semblait avoir pris 20 ans d'un coup. D'un geste brusque, Anna rassembla quelques affaires. 2 vêtements, un carnet, le galet rond dans la poche de Thomas. Elle chercha le regard du garçon et dit simplement « Il faut partir ». L'air acheva de refroidir sur la plage dévastée. Ils quittèrent l'habitation, la porte désormais inutile, battant tristement contre la pierre. Anna serra la main de Thomas. Léo leur emboîta le pas, oreille basse. Aucune nostalgie ne trouva place au seuil, seulement la nécessité. Les ruines s'effacèrent derrière eux, avalées par la courbe du chemin, et au loin les premiers rayons révélaient une mer apaisée, indifférente dans sa splendeur morne. Thomas suivait le rythme de sa mère, les pas engourdis, Léo flairant la route. Aucun d'eux ne se retourna. Anna, le visage tendu, guidait la petite troupe hors du village, franchissant une dernière dune constellée de bouts de verre et de planches tordues. Le vent rabattait les odeurs de varech contre leurs jambes, mêlées à ce souffle neuf qui, déjà, annonçait la route à venir. Ils avançaient jour après jour, les semelles usées, dérivant d'un hameau gris au suivant, le sel collé au fond des yeux, Léo fatigué de tirer la corde de Thomas. L'air portait les relents de vieilles algues, et nulle part un toit ne se promettait vraiment. Parfois, Anna tentait d'approcher les fermes, le regard ferme et poli. Les hommes détournaient la tête, les femmes fermaient la main sur la poignée derrière leur seuil, murmurant un mot d'excuse trop banal pour être sincère. Thomas se souvenait du craquement du pain sec partagé sur la route, du bruit sourd des seaux dans les puits des villages et de la gêne qu'il percevait sur le visage de sa mère. Souvent la nuit, il se demandait combien d'aurores il faudrait avant de retrouver, ne fût-ce qu'un instant, l'ombre familière d'une chambre. Un matin, ils arrivèrent à flanc de falaise devant la ville, la vraie, large et secouée de brise, qui sentait le port, la pierre chaude et la rumeur du monde. Anna s'arrêta un long moment à contempler les toits entassés, les voiles blanches, les cheminées pointues d'où exhalaient des fumées qui promettaient autrefois l'abondance. La main de Thomas glissa dans la sienne. Il sentit l'humidité tenace, le tremblement fugace. Elle l'entraîna à travers les rues, ignorante du réseau complexe d'allées, le gravier du port crissant sous leurs pas, Léo avançant sans joie. Les marchés débordaient de voix étrangères. Anna s'adressa à un commerçant pressé, à une vieille femme,
Puis, sans un mot de plus, s'approcha d'une bâtisse ocre et massive, où une enseigne de cuivre indiquait la maison de M. Rovère. L'intérieur sentait la cire ancienne. De lourdes tentures filtraient la lumière de la mer. M. Rovère était là. Il portait un habit sombre et un visage net, sans âge, et son regard semblait tout peser. Anna laissa Thomas sur le seuil du salon, s'adossant au mur, puis s'expliqua, la voix plus murmurante que d'habitude. « Mon fils Thomas, il a besoin d'un toit, d'ordre. Je n'ai rien à lui offrir pour l'instant, hormis ce souvenir du littoral. » Monsieur Rovère considéra longuement la mère et l'enfant. Il croisa finalement les mains sur un bureau repassé d'un tapis grenat. « Vous resterez dans la ville, madame ? » ?»« Je le dois, mais je ne peux plus veiller sur lui. » Anna eut ce geste qui voulait dire qu'elle avait épuisé la dernière paume de réconfort. La voix de Rovère s'enroula comme une corde. « Je prendrai soin de lui. S'il travaille, s'il écoute, il aura la stabilité qui vous fait défaut. » Sans que Thomas comprenne, la décision bascula. Anna s'agenouilla devant le garçon, plongeant les yeux dans les siens, effleurant d'un doigt sa joue, puis se relevant trop vite. Elle caressa distraitement la nuque de Léo, qu'elle confia à contre-cœur à Rovère aussi. « Tu dois être fort, Thomas, plus fort que la mer, » dit-elle sans que ses lèvres tremblent. Le soleil, derrière la verrière, projetait sur le parquet des ombres droites. Anna échangea un dernier regard avec l'enfant, glissa sa main déjà vide vers la porte. Thomas sentit la vague monter, l'envahir jusque dans la gorge, mais rien ne sortit. Elle s'éloigna d'un pas précis, s'interdit tout retour. Thomas entendit la porte se refermer sans fracas. Le parfum d'Anna se figea dans l'air. La silhouette rétrécit dans l'encadrement, noyée de silence, tandis que Rovère murmurait un ordre sec et que Léo, assis à ses côtés, lançait un bref regard vers l'entrée vide. Monsieur Rovère n'était pas homme à laisser place à l'improvisation ni à la tendresse. Dès le premier matin, il réveilla Thomas bien avant le lever du soleil, frappant contre la porte, la voix tendue par l'habitude de commander. « Lève-toi, tu as une demi-heure, pas plus, comprends-tu » Le garçon avait dormi d'un sommeil sans rêve, remué d'une fatigue lourde. Il enfila ses vêtements raides, consciencieux, et descendit dans la cuisine vide, où flottait l'odeur du café. Chaque jour se répétait ainsi, scandé par la voix et les pas de M. Rovère, par des ordres précis auxquels on ne répondait pas. On parcourait les couloirs en silence. On déjeunait croûte sur croûte. Puis, Rovère confiait à Thomas des tâches simples. Rincer les jardinières, balayer, lustrer les poignées de cuivre, veiller à ce que Léo soit sorti avant 7 heures. Rien n'échappait au regard gris de Rovère. La moindre négligence valait reproche, bref, la moindre hésitation, la menace d'en faire double. Le quartier de la maison semblait bruire d'une 6e bruyante, inconnue. Par la fenêtre du grand escalier, Thomas voyait défiler des charrettes, des vendeurs criant leurs marchandises sous les réverbères. Depuis le palier, le son des cloches, le murmure du port plus bas n'atténuait pas le grondement. Ici, tout était bavard. Les trottoirs bondés avalaient les pas pressés. Les enfants jouaient au ballon entre les soupiraux et les adultes semblaient courir d'un rendez-vous à l'autre. Ils sortaient parfois accompagnés de Rovère, qui ne ralentissait jamais pour lui. Mais Thomas, les mains dans les poches, gardait l'habitude de marcher les yeux baissés sur les pavés mouillés. Il se faufilait alors dans la lumière laitée que filtrait la brume du matin, étonné par la blancheur des vitrines, la façon dont les reflets électrisent les flaques. Tout résonnait différemment que sur le sable, les échos des voix, la rumeur des calèches, la plainte lointaine d'une corne dans le port. Léo, lui, semblait désorienté,
le poil humide, la queue basse, s'arrêtant devant chaque portail inconnu. Il tirait parfois le museau vers la rue, flairant l'air chargé d'épices et de charbon, comme s'il cherchait à retrouver, quelque part dans le vent, la trace du vieux rivage perdu. Thomas le caressait à la sauvette, s'autorisant cette connivence silencieuse, à l'abri du regard de Rover. Toute la routine était tissée de retenue, de gestes appris à demi, de regards échangés sans sourire. À la table du petit déjeuner, les questions restaient suspendues. « Tu as fini tes devoirs ?»« Oui, monsieur. » Et l'on passait au pain noir, au lait tiède, sans jamais parler du dehors, la fenêtre close sur l'appel de la mère, qui parfois lui parvenait comme une rumeur discrète, portée par une brise inattendue. Il n'y avait pas de mer ici. Le bleu du ciel paraissait différent, et la nuit, Thomas restait éveillé à écouter la ville respirer dans son sommeil, résonnant d'un grondement sourd, presque rassurant à force de répétition. Pourtant, dans cette litanie nocturne, il surprenait parfois le souvenir d'un ressac, un bruit confondu, à la fois proche et inatteignable. Il observait alors les contours lumineux projetés par les lampadaires sur le plafond de sa chambre, cherchant à deviner derrière les ombres une silhouette familière, une promesse de vague. Il ne s'habitua jamais vraiment à la ville. Ce monde d'angles vifs et de sons trop clairs restait un décor étranger, jamais intime. La mer s'était retirée loin, loin derrière les murs, et sa voix douce, presque inaudible, murmurait encore au fond de sa mémoire. Les jours devinrent des années, et avec le temps, la routine sévère imposée par M. Rover perdit de sa dureté, remplacée insensiblement par la souple persistance de l'habitude. Le visage de Thomas s'affina, sa voix devint plus grave, et il se surprit à percevoir des notes de lumière, là où l'enfance avait laissé des ombres. Ce fut au détour d'un matin pâle qu'il croisa pour la première fois Amin, occupé à râteler une allée de gravillons. L'homme leva les yeux, son sourire large fendit sa barbe blanche, comme une trouée dans une mer de neige. Plusieurs fois, Thomas lui apporta l'eau, poussant la brouette ou ramassant les feuilles mortes sous sa supervision. Rapidement, Amin l'invita à marcher avec lui au fil des sentiers, prenant son temps pour lui montrer des choses que personne, jusque-là, n'avait su faire parler. Une rose plantée ici pour refleurir le souvenir d'un fils disparu, une glycine taillée de façon à protéger la vieille source, les groseilliers sauvages, invisibles au regard pressé. Amin, d'origine côtière lui aussi, se confia sans détour. Son accent roulait dans ses phrases, avec cette tuile douce qui semblait évoquer la houle jusque dans le prénom de Thomas. Là-bas, chuchotait-il en désignant l'horizon, là-bas, un jour, j'ai vu une baleine. Juste sous la jetée, elle a soufflé, et tout le village est venu voir la brume qu'elle avait laissée dans l'air. Thomas écoutait, fermé au reste du monde, la tête penchée, happé par la voix grave chargée de sel et de soleil. Les deux s'isolaient parfois près de la mare, où les joncs dessinaient leurs arabesques sur l'eau. Amin racontait la légende d'un porc englouti que seules les mouettes osaient encore évoquer. Parfois, il ramassait une pierre plate entre ses doigts, la lançait d'un geste habile, et elle sautait sur l'eau, dessinant de brèves étincelles. « Tu sais pourquoi les galets chantent quand ils roulent sous la vague ?» demandait-il, les yeux plissés. Thomas hochait la tête, avide de vérité. Amin riait, parce qu'ils se rappellent avoir été des montagnes. Ils n'ont pas oublié. Le travail dans le jardin n'était plus corvée, mais secret à partager. Amin expliquait comment enterrer les crocus juste avant la pluie, révélait à Thomas le parfum nocturne de la fleur de tabac.
Une complicité muette, faite de gestes tenus, naissait entre le jeune homme et le vieil homme. Parfois, ils s'arrêtaient, côte à côte, écoutant le vent dans les frênes. Thomas refermait les yeux. Un instant, il aurait pu croire entendre la marée se hisser sur les galets. Un soir, alors que la lune dessinait de longs reflets sur l'étang, Hamin parla à voix basse, comme s'il ne voulait pas troubler le silence. Aucun rivage ne s'oublie. On peut quitter la mer, mais elle ne te quitte jamais vraiment. Thomas, saisi d'une nostalgie presque douloureuse, sentit son cœur hoqueter à ce souvenir partagé qu'il ne croyait qu'à lui. Il scruta la surface sombre de l'eau, cherchant à deviner, juste sous la pellicule, ce monde d'avant, prêt à ressurgir. Dès lors, il guetta chaque matin l'ombre large d'Hamin entre les massifs, chaque soir l'éclat marin dans ses histoires. Sous les branches épaisses, les légendes d'autrefois réveillaient doucement en lui le goût du sel, plus vif encore qu'en souvenir. À 16 ans, la bibliothèque de la ville était devenue pour Thomas un abri discret, presque secret. Elle lui ouvrait chaque semaine une porte de chêne assourdie, à l'heure où la lumière fléchissait sur les étagères ennoyées. Les autres adolescents aimaient la rumeur des boulevards, mais lui préféraient le silence habité des livres. Là, personne ne remarquait la minceur inquiète de son visage, ni la prudence de ses gestes. Il longeait lentement le rayon des récits de voyage, caressant du doigt les reliures craquelées. Bientôt, instinctivement, il se saisissait d'un volume aux pages fatigué par l'humidité. Ce soir-là, il choisit la 6e des grands navigateurs et, sans s'installer, poursuivit sa quête d'un atlas oublié. Presque machinalement, il empila devant lui une mosaïque de cartes anciennes dont les contours irréguliers lui rappelaient ses promenades sur la Grève. Les romans maritimes exerçaient sur Thomas une fascination trouble, comme des miroirs inclinés où se diffractaient ses souvenirs. Il dévorait des récits de tempêtes et d'îles perdues, mais leur résonance laissait au fond de lui une douleur subtile, une brèche de manque. La mer, dans ses pages, avait d'autres parfums, plus sombres, plus épais, mais rien n'égalait l'odeur du varech à marée basse de son enfance. Il se surprenait parfois à fermer les yeux, effleurant la page, espérant que la rumeur des flots ressuscite. Privé de rivage, Thomas s'était inventé un archipel intérieur. Entre les pages des livres, il glissait des cartes photocopiées. Sur sa table de chevet, une boîte de fer blanc contenait sa collection ténue. 3 galets polis, gris-bleu, ramassés du temps du village oublié. Il les sortait certains soirs, les disposait à la lueur d'une veilleuse, savourant sous ses doigts leur douce fraîcheur salée. Ces pierres lui servaient de talisman. Il aimait croire qu'en fermant les mains dessus, il pouvait encore sentir la voix du ressac. Un automne, alors que la pluie pilonnait les vitres de la salle de lecture, il tomba sur un planisphère du 18e. Les noms y étaient tracés d'une main nerveuse, la mer y semblait déborder hors des contours. Thomas traça une ligne imaginaire depuis le port de la ville jusqu'à cette courbe d'encre où il aurait situé, en secret, son village disparu. La bibliothécaire l'observait parfois, amusée, tandis qu'il empilait les livres plus haut que lui, montrait sa carte comme on montre une blessure ancienne. La solitude des salles feutrées n'était pas pesante, elle lui permettait d'habiter des mondes sans explication à donner. Les autres adolescents, le samedi, choisissaient des polars ou des comiques, échangeaient des clins d'œil complices sous le néon fatigué. Thomas, lui, arpentait les rayons, une poignée de romans marins contre la poitrine, ses galets rangés dans une poche intérieure. Certains soirs, il aurait juré sentir l'odeur du goémon tourner autour de lui, discrète, indélébile. Un soir d'hiver,
le gardien vint l'avertir de la fermeture. Tandis qu'il rangeait ses ouvrages, l'homme désigna la boîte cabossée au creux de sa paume. « Tu transportes la mère avec toi ?» demanda-t-il. « Mi-figue, mi-raisin. » Thomas sourit, sans répondre. Sur le chemin de retour, la ville brillait de vitrines, mais il ne voyait que la lueur mobile d'un phare intérieur, le chant sourd des galets roulant sous la vague, bien serré dans son poing. Le jour où Thomas quitta la maison de M. Rovère fut d'une limpidité étrange. Le ciel, dégagé par un vent léger, laissait miroiter sur les toits un éclat que, jadis, il n'aurait même pas remarqué. Il s'attarda dans le vestibule, laissant glisser ses doigts sur la rampe, mémorisant le grain du bois sous la paume. M. Rovère, debout à l'entrée, se contenta d'un signe de tête abrupt. Thomas répondit par un léger hochement, une gratitude silencieuse saturée d'ambiguïté. Une valise légère battait contre son genou, tandis qu'il descendait l'avenue. Il n'avait conservé de son enfance qu'une boîte métallique et la mémoire de la mer, sans autre certitude que celle d'un rivage bleu, partiellement effacé. Il passa des jours d'abord, puis des mois, à s'acclimater à la liberté nouvelle, oscillant entre une hâte inassouvie et la langueur d'illusions anciennes. Mais, chaque été, une même pulsion le ramena vers la côte. Il découpait, dès la fin du printemps, son trajet avec soin, choisissant de petites gares ou des bus aléatoires, traçant depuis la gare grise de la ville intérieure une ligne invisible vers l'océan. Son sac recelait toujours la vieille boîte, couvant un rituel discret. À chacune de ces étapes, il trouvait une jetée, s'y asseyait et laissait les galets tourbillonner dans sa main. Sous l'éclat du soleil, il écoutait, espérant entendre la vibration d'un souvenir précis ou le murmure d'une langue familière. Dans la lumière crayeuse des plages du Nord, il scrutait les falaises, fouillait du regard les courbes littorales, cherchant la trace d'une maison en surplomb ou d'un pin torsadé. Nulle part il ne retrouvait l'arrondi exact d'une baie ou la senteur particulière du sel mêlé à la lavande. Certains promontoires, évocateurs d'abord, révélaient en s'approchant une étrangeté banale, décevante. D'autres fragments, la couleur d'une porte, la forme d'un vieux muret, s'approchaient du souvenir avec l'écart infime de l'écho. Il se surprenait à sourire aux passants, comme pour vérifier qu'il existait bien, ici, entre souvenirs persistants et déceptions tenaces. Un été, il s'aventura plus loin, jusqu'à l'extrémité de la presqu'île, songeant que peut-être le village avait changé, ou que, sous le sable modifié, la mémoire saurait reconnaître la vérité muette du paysage. Il acheta à un marchand ambulant un petit carnet, où il nota, chaque soir, ce qu'il avait vu, ce qui avait sonné juste ou raté l'accord du passé. Le carnet ne racontait que des silhouettes et des noms de cafés. Il n'y avait jamais marqué « C'est ici ». Les habitants des villages questionnaient poliment, devinant la sorte d'exil particulier qui l'animait. Parfois, l'un d'eux demandait « Vous cherchez de la famille ?» ou bien « C'est un pèlerinage ?» Il haussait les épaules, souriait sans expliquer. Les années coulèrent, fixant dans ses gestes une patience presque sereine. Une attente, moins douloureuse qu'autrefois, mais toujours tendue vers ce rivage absent. De retour en ville, la mer ne quittait jamais tout à fait son oreille. Dans le grondement du métro, il croyait percevoir parfois l'entêtant ressac des vagues sur les galets. L'envie du retour persistait, mais ce n'était plus un chagrin, plutôt une note suspendue, ténue, qui vibrait au creux de ces jours calmes, telle la douceur d'une mélodie qu'on emporte, indéchiffrable et nécessaire. Un soir d'avril, la ville semblait s'endormir tôt, comme happée par une fatigue invisible.
Les tramways traînaient leur lumière pâle sur les avenues à demi désertes. Thomas, installé dans le fauteuil tissé d'osier qu'il avait déniché sur un marché, pianotait au hasard sur son ordinateur, sans intention claire. Les moteurs familiers d'habitude tournaient en sourdine dans son dos, rythmant ses pensées. Mais ce soir-là, tout paraissait suspendu. Il avait trouvé, quelques jours plus tôt, un forum où des inconnus partageaient des souvenirs d'antan. Vieilles recettes, scènes de marché disparus, photos de vacances. La page défilait, pleine de couleurs passées et de nuances maladroites. Ce n'était pas de la nostalgie pure, mais une chronique collective, des détails qui échappaient aux livres d'histoire. Il avait pris goût à y naviguer, parfois en mode furtif, parfois en déposant 2 mots anonymes sous une image de grenier-grenat. Une photo l'arrêta soudain. Vue aérienne d'une falaise blanche, ourlée d'écume grise. Il avança la souris, justifiant sa curiosité par l'habitude. Une maison apparaissait, accrochée à la roche, plus petite que dans sa tête d'enfant, mais d'un bleu presque insolent au bord du vide. Plus loin, une ligne d'arbustes maigres et le soupçon d'un sentier. Thomas sentit son souffle se suspendre. Il agrandit l'image. Un détail. Un volet resté entrouvert, le pignon triangulaire, la courbe hésitante du cabanon attenant, faisaient remonter des phrases entières de l'ancienne maison. Il n'était pas question d'erreur. Même les taches sombres du lichen sur le mur sud, il les reconnaissait. La mémoire, jusque-là friable, s'ancra d'un coup dans le pixel rugueux de cette photo partagée par un inconnu. Il se pencha vers l'écran, le front presque contre la vitre. L'auteur du poste avait indiqué sous la photo, miraculeusement encore debout, la petite maison bleue de la falaise, malgré l'érosion. Prise la semaine dernière, hameau du bout de la côte. Le cœur de Thomas battait contre ses côtes, ajoutant à la nuit une pulsation neuve. Il relut la phrase plusieurs fois, cherchant l'ombre d'un doute, mais il n'en trouvait pas. Il cliqua sur le profil du posteur. Un pseudonyme, un avatar banal, presque impersonnel. Il hésita, puis écrivit un message bref, la voix intérieure tremblante d'espoir. « Est-ce que la maison se visite ?» L'écran resta silencieux un long moment. Dans la pièce, seul le cliquetis lointain d'une canalisation répondait à ses doutes. Il resta ainsi, immobile, à contempler la maison figée sur la falaise, comme une île sauvée d'un autre temps. L'espoir renaissait, précis, presque trop dense pour être supporté. Thomas songea au lendemain, à la possibilité d'y retourner, à ce visage de la maison immuable, tel qu'aucun souvenir n'aurait osé la figurer intacte après tant d'années. Les galets bruissaient dans sa main, plus légers, dans l'effleurement de la promesse et la fragilité d'un possible retour. Lorsque l'aube ouvrit la lumière au seuil de sa fenêtre, Thomas n'avait pas dormi. Pourtant, il ne ressentait ni fatigue ni tension. Il erra quelques instants dans l'appartement, s'arrêtant devant chaque objet comme si chacun pouvait lui témoigner la réalité de la nuit passée. Les galets alignés sur la commode, ses livres maritimes, l'odeur vague de caféine froide, tout semblait lui donner rendez-vous au seuil d'une promesse. Son téléphone vibra faiblement. Un cercle rouge signalait un nouveau message. D'un geste prudent, il ouvrit la boîte. Oui, la maison existe encore. On la garde, juste pour la mémoire. Si vous voulez voir, il suffit de demander au café du port. On vous indiquera le chemin. Aucun nom, aucun détail. Mais les mots, simples, lissés par le temps, débordaient d'une chaleur concrète. Thomas s'habilla d'un bleu volontaire, presque enfantin, comme si la couleur pouvait relier les fragments dispersés de ses âges. Il décida d'y aller le soir même, sans prévenir personne, ni Élise, ni Aman. Il leur raconterait plus tard.
Le tramway déroulait la ville à rebours, effaçant peu à peu le vacarme des jours habituels. Bientôt la mer s'insinua, invisible d'abord, puis, soudain, s'imposa par une odeur d'algues et de brume. Arrivé au port, il poussa la porte du café. Les conversations y dansaient dans des demi-tons de familiarité. Personne n'y portait de masque d'indifférence. Derrière le comptoir, une femme à la silhouette frêle salua Thomas d'un simple geste de la tête. Il hésita, puis murmura « Je cherche la petite maison bleue de la falaise. » Elle lui rendit un sourire presque complice. « C'est tout droit. Le sentier passe derrière les vieux filets. Continuez jusqu'à entendre l'écume. On ne peut pas la manquer. » Le chemin serpentait entre les arbres tordus. La lumière devenait plus franche à mesure qu'il se rapprochait de la mer. Le vent iodé le portait. La terre battue résonnait sous ses pas. À chaque virage, la mémoire dessinait de nouveaux angles à l'attente. Enfin, la falaise apparut, blanche, ancrée à la lumière du soir. La maison était là. Le bleu de ses volets n'avait pas faibli. Le toit semblait murmurer des histoires perdues. Thomas s'arrêta, submergé d'un sentiment qui n'avait plus vraiment de nom, un alliage de gratitude et d'étonnement tranquille. Il s'approcha, posa la main sur la pierre froide et regarda la mer. La maison n'était ni un refuge, ni un fantôme. Elle était une réponse discrète, posée sur le fil du monde, offerte à qui ose revenir sans effacer le passé. Le vent caressa son visage, comme la paume d'une mère longtemps retrouvée. Alors Thomas comprit. Il n'y avait pas de retour, seulement le mouvement de l'espoir, le même qui, nuit après nuit, avait soutenu la maison bleue sur sa falaise. La mer silencieuse veillait. Rester ou partir importait peu désormais. Il avait retrouvé son rivage intérieur, intact dans la lumière. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.